Tu arrives sous le soleil de Californie et tu vas faire une randonnée dans les montagnes de Santa Lucia. Là-bas, tu as une sensation étrange et désagréable, comme si quelqu'un t'observait. Tu regardes autour de toi, mais tu ne vois personne. C'est alors que tu regardes le sommet des montagnes devant toi et ton cœur fait un bond. Sur les sommets, tu peux voir la silhouette d'un gigantesque humanoïde. Ses bras sont tendus et un magnifique arc-en-ciel l'entoure. Cette mystérieuse silhouette est entièrement vêtue de noir. Tu ne peux pas distinguer d'expression faciale ou de détails, mais tu peux le voir bouger. Puis, il disparaît sous tes yeux. Félicitations, tu viens d'être témoin des Dark Watchers, un phénomène qui terrifie les randonneurs dans les montagnes californiennes depuis plus de 300 ans. Même aujourd'hui, les scientifiques ne peuvent pas donner une explication précise à ces mystérieuses apparitions. Ce que nous savons, c'est que c'est complètement naturel. Enfin, probablement. Une théorie prétend qu'il n'y a pas de silhouette du tout. Le cerveau humain imagine simplement des images créées par les ombres que les nuages projettent sur les montagnes. Au fil des siècles, les gens partagent des histoires sur cette légende et leur esprit commence à leur donner forme en construisant des images reconnaissables. La même chose peut arriver, comme par exemple lorsque tu vois les contours d'un visage humain sur un morceau de pain grillé ou la forme d'un chien dans un nuage qui passe. L'explication scientifique la plus acceptée est ce que l'on appelle un spectre de Brocken. C'est lorsque la lumière du soleil est déformée par des gouttelettes de brume ou des nuages. Cela explique l'arc-en-ciel qui entoure ces figures. Quant à l'ombre, ce n'est que la tienne qui est étirée et projetée sur les montagnes devant toi. Après tout, ces figures apparaissent généralement lorsque le soleil est derrière le témoin. Naturel ou pas, les mystérieux personnages qui disparaissent te font mourir de peur. Tu te diriges donc vers l'est et tu te retrouves dans le désert. Le soleil brûlant s'abat sur ton dos. Il n'y a rien sur des centaines de kilomètres à la ronde. Difficile de croire que cette plaine desséchée et sans vie était autrefois le fond d'un lac. Tu vois une longue trace dans le sable, comme si quelqu'un poussait ou tirait quelque chose de très lourd sur le sol. Tu suis l'étrange piste et à la fin tu trouves une énorme pierre. Pourquoi quelqu'un traînerait-il un rocher aussi lourd au milieu du désert ? Mais rien ni personne n'a touché cette pierre. Elle a bougé toute seule. C'est un phénomène appelé pierre mouvante. Chaque hiver, la glace recouvre le sol ici. Quand un vent assez fort souffle, les pierres commencent à bouger sur cette surface glissante. Une fois la glace fondue, il ne reste plus qu'un sentier sinueux derrière une seule pierre solitaire. Eh bien, pour nous soulager du soleil brûlant de la Californie, dirigeons-nous vers l'Antarctique. Neige, glace et encore un soleil éclatant. Ouais, c'est un désert aussi. La lumière est presque aveuglante. Tu plisses les yeux et au loin, tu vois quelque chose de rouge qui se détache de tout ce blanc infini. En t'approchant, tu réalises que c'est une chute d'eau, une sinistre cascade rouge qui s'écoule du glacier. Des éclaboussures volent dans toutes les directions et tachent la neige blanche. Ne t'inquiète pas, ces prétendus Blood Falls, cascades de sang, ne sont rien de ce genre. Il y a des millions d'années, je n'étais pas là, un glacier s'est formé au-dessus d'une étendue d'eau et a bloqué son accès à la lumière du soleil, à la chaleur et à l'oxygène. Puis le lac a réussi à percer le glacier avec un petit filet d'eau. Lorsque cette eau salée à forte teneur en fer rencontre l'oxygène, elle crée cette couleur rouille écarlate. C'est la seule chute d'eau de ce type au monde. Maintenant, dans la ville de Taos, au Nouveau-Mexique, les habitants entendent un étrange bourdonnement tous les jours. Mais pas tous. Pour une raison quelconque, seulement 2% des résidents peuvent entendre ce son. Certaines théories avancent que c'est dû à l'acoustique inhabituelle de cet endroit. D'autres y voient une étrange hallucination auditive, voire quelque chose de plus sinistre. Des sons inexplicables se produisent également sur d'autres mondes. En 2020, le rover martien a enregistré un étrange bourdonnement en provenance de la planète rouge. Il s'agit d'un bourdonnement calme et continu qui fluctue parfois à cause des tremblements de terre sur Mars. De retour sur Terre, nous nous dirigeons vers les chaudes forêts tropicales d'Asie du Sud-Est. Tu vois un arbre qui a l'air d'avoir été recouvert de peinture. Mais l'eucalyptus arc-en-ciel a été peint par la nature elle-même. Son écorce insolite change de couleur au fil du temps, comme un kaléidoscope. Elle commence par un vert vif, puis devient rouge, orange, violette et enfin brune. Puis, le cycle coloré recommence. La foudre en boule est l'un des plus grands mystères de la nature. Il s'agit d'une sphère lumineuse bleue, orange ou jaune qui apparaît pendant un orage.
De nombreux témoins disent entendre un sifflement accompagné d'une forte odeur. La première mention de ce genre de phénomène décrivait un éclair qui traversait une fenêtre et disparaissait. Comme dans tous les mystères, les scientifiques ne peuvent pas en expliquer la cause exacte. Une théorie populaire veut que la foudre ordinaire frappe le sol et provoque une réaction entre l'oxygène et les éléments vaporisés du sol. La foudre en boule se produit souvent lors de tremblements de terre où elle prend généralement la forme d'une flamme bleue qui sort du sol. Ce phénomène se produit partout dans le monde, mais jusqu'à présent, personne n'a réussi à le photographier. Il y a un volcan extrêmement inhabituel à Java. Si tu y vas la nuit, tu verras une flamme bleue électrique brûler depuis le sol, ainsi que de la lave bleu vif qui s'échappe. C'est incroyablement chaud, mais ce n'est pas vraiment de la lave. Ce bleu étrange provient du dioxyde de soufre qui s'échappe des crevasses du volcan et s'enflamme. Il se condense également sous forme liquide et ressemble à de la lave bleue qui s'écoule. Dès que tu arrives dans le désert du Namib, tu remarques immédiatement quelque chose de très étrange. Parmi les prairies sèches, on trouve des cercles de terre presque parfaits où rien ne pousse. Ces énormes poids sont appelés des cercles de fées. Et tu l'as deviné, personne ne sait vraiment ce qui les provoque. Le principal suspect est un termite qui mangerait l'herbe autour de sa colonie souterraine. Cela pourrait également expliquer les différentes tailles de ces cercles. Les insectes continuent à manger alors que la colonie s'étend vers l'extérieur, mais ils s'arrêtent avant d'empiéter sur une colonie voisine. Les zones où l'on voit de l'herbe constituent une sorte de frontière entre les différentes populations de termites. Voilà ce que dit la théorie. En route pour le lac Ilié en Australie. Tes yeux ne te trompent pas. Oui, ce lac est rose comme un chewing-gum. Et on peut se baigner dedans en toute sécurité. La flaque rose géante est un lac salé, et il n'est pas le seul de son genre dans le monde. Les lacs salés sont roses à cause d'une sorte d'algues et d'autres micro-organismes qui les habitent. Ils produisent un pigment rouge pour se protéger du soleil. Ce qui est unique dans le lac Ilié, c'est que l'eau reste rose même si tu la mets dans un verre, et elle reste rose vif toute l'année. On ne peut pas en dire autant des autres lacs roses. Le Japon abrite l'un des volcans actifs les plus célèbres du monde. Il est particulier car il crée un phénomène naturel incroyable, un orage volcanique. Le volcan crache régulièrement un nuage noir de fumée, de cendres et d'éclairs. Lors d'un orage ordinaire, les cristaux de glace entrent en collision les uns avec les autres et provoquent une décharge, créant ainsi des éclairs. Dans ce genre d'orage, ce sont les particules de cendres volcaniques qui entrent en collision à la place de la glace. Une nuit paisible sur la plage, les vagues s'échouent sur le rivage et brillent d'un bleu fluo. Mais ce n'est pas l'eau qui brille, ce sont les créatures qui habitent dedans. Ce phénomène s'appelle la bioluminescence. Le plancton et les algues émettent cette lueur lorsque les vagues les dérangent. Certains poissons, calmars et crustacés peuvent également émettre une lumière fluo pour attirer leur proie. Pas le temps de se promener sur le rivage pour profiter de ce spectacle lumineux naturel. Dépêche-toi, on se dirige vers la haute mer. Il n'y a pas de tempête ou de vent du tout. C'est pourquoi il est si surprenant de voir une énorme vague, haute comme 5 étages, balayer brusquement les eaux calmes. Elle a failli renverser le bateau, mais à peine arrivée, elle disparaît en un instant. Qu'est-ce que c'était que ça ? Ce danger imprévisible et encore inexpliqué s'appelle une vague scélérate. Une théorie sur la façon dont elle se forme est que la surface de la mer rencontre un vent violent de face. Mais souviens-toi, tu n'as pas senti le vent souffler. Théorie numéro 2 et la plus connue, différentes vagues se combinent pour en former une grande. C'est ce qu'on appelle le vampirisme cinétique. Dans certaines conditions naturelles, les vagues accumulent et échangent de l'énergie cinétique. Parmi toutes les vagues, il y en aura une qui absorbera l'énergie des autres comme un vampire. Lorsqu'une grande quantité d'énergie est accumulée, elle se libère sous la forme d'une vague géante. À Westbrook, dans le Maine, les gens ont vu un énorme disque de glace en janvier 2019. Ce disque ressemblait à un manège hivernal. Il tournait dans le fleuve Presumpscot. Les habitants lui ont donné toutes sortes de noms. Le plateau tournant de glace, la roue de la fortune gelée, j'en passe, et des meilleurs. On estime qu'il mesurait environ 91 mètres de large, ce qui en fait l'un des plus grands disques de glace jamais vus. Curieusement, les disques de glace en rotation ne sont pas une nouveauté. On en a déjà vu en Russie et dans l'État de Washington. Ils formaient presque toujours des cercles parfaits. Mais comment ces disques apparaissent-ils ? En 1997, des scientifiques se sont dit que c'était l'eau qui les causait, en créant un effet de tourbillon.
lissant la glace et la rendant parfaitement circulaire. En 2016, d'autres scientifiques ont affirmé que les courants fluviaux aidaient à la formation de ces disques, mais que c'était les changements de température qui les faisaient tourner. L'eau tiède ou chaude fait fondre et couler la glace, ce qui crée un tourbillon qui fait tourner le disque. Plus l'eau est chaude, plus le disque tourne vite. Avez-vous déjà entendu parler des lumières de Hessdalen en Norvège? Non, ce ne sont pas des aurores boréales. Ce sont des sortes de boules incandescentes. On en observe régulièrement depuis au moins les années 30. Ces merveilles lumineuses se présentent sous diverses couleurs. Parfois elles clignotent, d'autres fois, elles se contentent de briller. Les lumières de Hessdalen peuvent apparaître 10 à 20 fois par semaine. Elles apparaissent aussi bien le jour que la nuit. Elles peuvent durer quelques secondes ou rester en vol stationnaire pendant plus d'1 heure. Il est intéressant de noter que personne n'a la moindre idée de ce qu'elles sont exactement. Parmi les efforts déployés pour comprendre ces lumières, citons le projet Hessdalen, lancé en 1983, et d'autres projets ultérieurs, comme le projet Triangle. Malgré les recherches, il n'y a pas de consensus sur l'origine de ces lumières. Certains pensent donc qu'il s'agit de corps célestes, d'autres des avions, d'autres encore des mirages. Selon une théorie, ces lumières seraient causées par de la poussière en suspension, tandis qu'une autre mentionne le plasma formé par l'air ionisé et la poussière résultant de la désintégration du radon. Les roches sonnantes sont un phénomène géologique intéressant que vous ne connaissiez probablement pas, et c'est notre prochaine étape sur la route des phénomènes naturels mystérieux. Vous les trouverez dans le comté de Bucks, aux États-Unis. Si vous frappez ces roches avec un marteau ou une autre pierre, elles se mettent à sonner. Les scientifiques les ont étudiées, mais le mystère reste entier. Il existe également différentes hypothèses à ce sujet. La taille et la forme des blocs rocheux, ainsi que la façon dont ils sont empilés, peuvent affecter les sons qu'ils produisent. Mais cela n'explique pas pourquoi ils produisent un son. On décrit celui-ci comme métallique, mais il est probablement dû à la densité et à la tension interne des roches, et pas seulement à leur teneur en fer. Une expérience réalisée dans les années 60 a suggéré que les sons provenaient d'une tension interne, et non d'une quelconque altération extérieure. Les roches situées au milieu des terrains présentent une expansion ou détente après avoir été coupées, ce qui indique la présence d'une tension élastique interne. Une altération lente dans les champs secs pourrait être à l'origine de ces tensions. La théorie des tensions résiduelles suggère que ces blocs rocheux agissent comme des cordes de guitare. Un bloc déstressé produit un bruit sourd, tandis qu'un bloc stressé résonne à différentes fréquences. Les blocs peuvent continuer à sonner après avoir été éloignés de leur champ, et on dit que certains de ces rochers ont été volés. Il n'y a plus de petits sonneurs dans la plupart des champs, et en brisant de gros blocs, on fait cesser les sons. D'imposantes machines sont nécessaires pour déplacer les petits blocs, qui pèsent plus d'1 tonne. Parlons des boules de feu des Nagas. Elles n'apparaissent que le long du Mékong, en Asie. Ces boules de feu se trouvent sur un tronçon de 250 km du fleuve. Rougeoyantes, elles s'élèvent naturellement de l'eau vers le ciel. Elles peuvent faire la taille d'une étincelle ou d'un ballon de basket. Selon les habitants, il y aurait entre quelques dizaines et quelques milliers de boules de feu par nuit. On peut les observer tout au long de l'année, mais elles semblent se manifester le plus souvent au moment de la pleine lune et à la fin de l'automne. Pourquoi? Personne ne le sait. Certains ont tenté d'expliquer scientifiquement le phénomène. Une théorie suggère que de la phosphine provenant des marécages pourrait en être à l'origine. Cependant, les sceptiques affirment qu'il est peu probable qu'une combustion spontanée soit à l'origine du phénomène. Selon une autre explication, il s'agirait d'orbes de plasma créés par l'électricité de surface et flottant librement. Toutefois, ce phénomène se produit généralement dans des environnements contrôlés lors d'expériences et non de manière naturelle. Nous avons ensuite la foudre en boule. Il s'agit d'une chose très rare, une boule incandescente qui apparaît dans l'air. Elles apparaissent en général près du sol pendant les orages, en même temps que les éclairs normaux. Elles peuvent être rouges, oranges, jaunes, blanches ou bleues, et sont souvent accompagnées d'un sifflement et d'une odeur désagréable. Ces sphères lumineuses sont rapides. Elles ne durent que quelques secondes, tournent en rond, puis disparaissent, parfois en silence, parfois avec un petit bruit sec. La foudre en boule peut sembler dérangeante, mais elle est généralement inoffensive. Bien sûr, il arrive qu'elle brûle ou fasse fondre des objets, mais elle n'est pas là pour nous nuire.
Les scientifiques ne sont pas tout à fait sûrs de ce qui cause ce phénomène, ni de son lien avec la foudre ordinaire. Certains ont évoqué un comportement étrange de l'air ou des gaz, un plasma de haute densité ou même un tourbillon de gaz incandescent. Même le rayonnement micro-ondes piégé dans une bulle de plasma figure sur la liste. Mais ne confondez pas la foudre en boule avec la foudre en perles. Il s'agit d'un phénomène différent, qui ressemble davantage à un chapelet de perles et qui se produit lorsqu'un éclair se maintient pendant une bonne seconde. Chut, nous sommes maintenant dans la zone silencieuse de Mapimi. Il s'agit d'un endroit situé près de Bolson de Mapimi au Mexique. L'histoire raconte que dans cette zone désertique, il est impossible de capter des signaux radio ou de parler à qui que ce soit. En juillet 1970, une fusée en provenance de l'Utah a dévié de sa trajectoire et a atterri ici. Elle transportait du cobalt. Les autorités ont dû évacuer des tonnes de terre du site de l'accident. Aujourd'hui, grâce au nettoyage, la zone silencieuse fait l'objet de nombreuses légendes. On parle d'un étrange phénomène magnétique qui perturbe les radios, de plantes et d'animaux qui subissent des mutations. Les habitants suivent le mouvement, ce qui stimule le tourisme dans la région. Très bien, nous pouvons maintenant parler un peu du Soleil. Il ne s'agit pas seulement d'une grosse boule de feu, il possède une couche extérieure appelée couronne. Il s'agit d'une sorte de veste solaire invisible composée de gaz. En général, vous ne pouvez pas la voir parce que le Soleil est très brillant. Mais il y a une astuce. Lors d'une éclipse solaire totale, lorsque la Lune se glisse entre la Terre et le Soleil, la couronne apparaît, toute brillante et blanche. La couronne est brûlante, plus chaude encore que la surface du Soleil, ce qui est assez étrange. Les scientifiques se sont donné pour mission d'élucider ce mystère. Ils ont découvert ce qu'on appelle des bombes thermiques, qui partent du Soleil et se dirigent vers la couronne, explosant et réchauffant la surface. Mais ce n'est peut-être qu'une partie du puzzle. La surface du Soleil est comme un terrain de jeu couvert de champs magnétiques. Ces champs magnétiques créent des formes intéressantes, par exemple des boucles et des serpentins. Les télescopes nous permettent d'observer ces formes de près. La couronne s'étend relativement loin et émet ce qu'on appelle des vents solaires partout dans le système solaire. Ces particules sont si rapides qu'elles échappent à la gravité de notre bel astre. Et puis il y a un endroit sympa, la plage de Kuala Selangor que vous ne pouvez visiter que lorsque la marée est basse. Les horaires changent tous les jours et vous ne pouvez pas y accéder lorsque la marée est haute. La plupart du temps, la plage est cachée sous la mer et ne figure même pas sur la carte. Mais quand la marée est bonne, elle apparaît. Un peu comme la version malaisienne du Salar d'Uyuni. Les gens l'appellent le miroir du ciel, car lorsqu'il n'est pas immergé, il reflète merveilleusement le ciel. Un endroit génial pour des photos vraiment belles. En plus d'être un endroit idéal pour voyager, il abrite également une faune et une flore très diverses. Par exemple, des palourdes et d'autres coquillages qui vivent sur ses rivages sablonneux.